Ils étaient là il y a un an dans Smart Tech au moment de la naissance de cette émission et je les remercie de leur confiance. Les sujets que nous avions abordés ensemble étaient principalement autour de la confiance. Alors la confiance sur l'hébergement de nos données de santé, la confiance aussi dans la santé des entreprises tech françaises et puis la confiance dans la nature avec ces technologies, l'émergence de technologies bio-inspirées. 3 sujets donc, qui sont incarnés par les mêmes personnes aujourd'hui. Un an après, on va voir ce qu'il s'est passé dans ces domaines. Est-ce qu'on a avancé, stagné, reculé? Ils sont donc revenus pour témoigner. Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud et Benoît Grossman, président de France Digital, managing partner chez Euraseo. Et nous avons également en visio Sébastien Maillot-Bibé qui est partenaire chez Verton et Sidney Rostand, fondateur de Bioxégie, passe chez. Alors, on va tout de suite commencer ensemble, Michel Paulin. On vous a vu d'ailleurs dans le zapping nous donner votre définition de la souveraineté numérique. Mais quand on a démarré l'émission ensemble, c'était à propos d'une polémique sur le hub de données de santé. L'hébergement avait été confié, on venait de l'apprendre, ou à peu près, à un Américain, en l'occurrence Microsoft. Qu'est-ce qui s'est passé depuis sur ce Health Data Hub? Ça a quand même bougé. Oui, il y a des choses qui ont bougé, mais je pense que ça mérite plus qu'une polémique, ces sujets-là. On voit bien aujourd'hui qu'il y a eu, vous parlez d'un peu de retour en arrière sur un an, une prise de conscience par beaucoup de personnes, économiques mais aussi politiques, comme quoi le cloud et la donnée, ce n'était pas quelque chose qui était accessoire au monde digital et au monde du numérique. Au contraire, c'est au cœur. Je pense qu'il y a la prise de conscience que celui qui maîtrise d'une certaine façon les infrastructures de cloud et qui contrôle une partie des données, a un pouvoir sur l'ensemble de l'écosystème digital. Et je pense que ce qu'on a vu quand même d'intéressant cette année, c'est que justement, on a dépassé le débat technologique, on est arrivé vraiment dans un sujet très politique finalement. Ah oui, je pense que... Parce qu'il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux économiques, parce qu'on voit quand même que c'est des gros marchés. Je rappelle, il y a une étude qui a été faite par KPMG, le marché du cloud en Europe, en 2025, va être plus grand que celui des télécoms. Donc ça montre aujourd'hui la taille de ces marchés. Mais c'est aussi un enjeu, on le voit bien, qui est un enjeu éthique. C'est tous les enjeux sur justement les données de santé, voire des enjeux géopolitiques. Là, on a vu pendant le zapping ce qui s'est passé avec TikTok, qui maîtrise les applications, qui maîtrise le stockage de ces données-là. Donc on voit bien que c'est pas qu'un enjeu technologique. Et c'est clair que nous, on a toujours appelé de nos voeux, comme le font les autres continents, à une prise de conscience politique, et donc qu'il y ait la bonne régulation qui soit adaptée à ça. Donc elle a eu lieu quand même cette conscience politique, mais est-ce que ça s'est concrétisé? Parce que je me souviens que je vous avais lancé sur Cédrico à l'époque, qui avait regretté finalement le retard du cloud français et européen même. On en est où? On est toujours en retard? Non, moi je défends aujourd'hui que l'écosystème européen est capable de rivaliser, peut-être pas partout, mais dans le domaine du cloud, on a un écosystème, et pas que OVH Cloud. On est certes le leader européen aujourd'hui. On a aujourd'hui une taille qui est modeste par rapport aux grands, mais qui est grande à l'échelle européenne. Mais quand vous voyez l'ensemble de l'écosystème qui se passe aujourd'hui autour, dans les systèmes d'applicatifs SaaS, PaaS et IaaS, l'écosystème européen peut rivaliser. Peut-être pas sur tout, et c'est pour ça qu'il faut faire des bons partenariats intelligents, et donc on n'essaye pas de tout couvrir. Mais aujourd'hui, il faut arrêter cette espèce de vision comme quoi l'Europe a perdu les guerres, que c'est terminé, que... Je crois qu'il faut dépasser ça. Et c'est important que l'Europe se dote... Alors, il y a eu justement une annonce quand même gouvernementale de politique autour du cloud, de nouvelles doctrines du cloud. Et ce sera sans doute un sujet que j'aborderai d'ailleurs, parce que demain, je reçois Cédrico, le ministre donc, du numérique. Je voulais avancer sur cette question, puisque vous êtes aussi, avec OVH Cloud, un des membres fondateurs de GaiaX, qui est cette initiative justement pour de nouvelles règles autour du cloud européen. Donc OVH Cloud maintenant est aussi membre du board, puisqu'il y a un board qui s'est créé. Comment ça avance ce projet GaiaX? Écoutez, je pense que le projet GaiaX avance plutôt bien, malgré le scepticisme un peu au départ, comme quoi, qu'est-ce que c'est encore ce truc et on sentait bien qu'il y avait quand même vraiment, voire même certains qui appuyaient sur la pédale de frein. Donc je pense que la détermination de l'ensemble des membres de GaiaX, et surtout le besoin des entreprises pour un cloud ouvert, réversible, transparent. Parce que c'est ça où il faut comprendre pourquoi GaiaX, au début, était un peu sceptique, parce qu'on a dit, là encore, l'Europe a perdu la bataille et puis ça ne servira à rien. Mais en réalité, le besoin des entreprises, le besoin des services publics, mais aussi le besoin des citoyens, c'est d'avoir confiance dans où sont leurs données, comment sont gérées leurs données. Et donc, il semble impératif qu'il y ait une sorte de label
qui justement va pouvoir clarifier et redonner la transparence totale sur ces domaines-là. C'est compliqué techniquement et tout a été fait pour que ce soit un espèce de trou noir. Est-ce qu'on a des échéances concrètes là sur Gaia-X ? Nous, on a une échéance concrète sur laquelle il y a 2 échéances que je vois. Le premier, c'est tout ce qu'on appelle les policy rules. Je suis désolé de parler en anglais. Donc toutes les politiques, les règles, qui permettent de déterminer. Elles sont comment ça a été, définies et elles vont être publiées et elles sont aujourd'hui disponibles pour justement créer une forme de confiance en disant respecter ces règles-là. Et comme les règles en interne, c'est-à-dire sur le groupe qui forme Gaia-X ou les règles du cloud européen ? Non, les règles qu'on propose pour que le cloud européen D'accord. Donc là-dessus, là, on est en cours de finalisation. Très bien, on est en finalisation. C'est public, donc il y a déjà des avancées. Et nous sommes en train de travailler avec T-Systems. Comme vous le savez, nous avons fait un accord de partenariat avec T-Systems pour faire les premières offres concrètes qui sont conformes aux règles, de policy rule de Gaia-X. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est uniquement vaporeux, c'est vraiment quelque chose qui est concret. Et on est très vigilant justement à faire en sorte que, dans le cadre de Gaia-X, on propose ces règles d'API ouvertes qui permettent justement d'avoir cette totale transparence sur ces technologies qui sont parfois bien complexes. Benoît Grossman, Michel Paulin parle des attentes des entreprises d'avoir ce cloud de confiance et un accès plus transparent à l'ensemble du marché. Vous confirmez que Gaia-X est très attendu du côté de l'écosystème ? Bien sûr, on a besoin de toute cette initiative et comme le dit Michel, il faut beaucoup pêcher par optimisme. Beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on peut tirer de ce qui a été fait. Parce que c'est compliqué de s'y retrouver sur le marché actuellement, et de faire ses choix de prestations. Toujours un petit peu compliqué forcément, mais il y a plein de choses à faire. On est sur la bonne voie. Moi, je suis très positif et bon, alors, dans l'année et dans l'actualité d'OVH Cloud, puisqu'on prend aussi des nouvelles de votre entreprise en même temps, il y a eu cet incendie à Strasbourg. Ouais. Donc ça, c'est arrivé en mars, le 10 mars. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation actuelle ? L'incendie de Strasbourg a été une épreuve et un choc. D'abord pour nos clients, on s'en excuse. Vraiment, je pense que c'est ça le plus important. Mais en même temps, on s'est totalement mobilisé pour rétablir les 120 000 services qui avaient été affectés par cet incendie. Et donc, et là, je remercie vraiment les équipes d'OVH Cloud, mais aussi l'ensemble de l'écosystème qui nous a soutenus, puisque on a construit 16 000 serveurs en quelques semaines, on a rétabli 120 000 services. Et on peut dire qu'aujourd'hui, et je ne suis pas en train de dire que la totalité de tous les clients est réglée de manière identique à ce qu'ils avaient avant, mais en tout cas, on a réglé la majeure partie de l'ensemble des incidents qu'il y avait suite à cette... Ça a créé comme un choc, c'est une sorte de prise de confiance de la fragilité aussi parfois du système. Alors, je pense qu'il faut en tirer les enseignements par rapport à ça, sachant que, vous avez vu, là, il y a encore une semaine, il y a eu aussi une panne qui a affecté sur le CDN. Donc, on voit bien qu'il faut en tirer les enseignements. Et nous, au VH Cloud, on a pris un certain nombre d'engagements. Le premier, c'est que quand les conclusions des experts seront données, on les publiera pour qu'il y ait une totale transparence de ce qui s'est passé, comment ça s'est arrivé. Parce que l'enquête est toujours en cours. Est toujours en cours. Alors, malheureusement, les calendriers de ces enquêtes-là n'est pas celle que je souhaiterais, mais bon, c'est pas moi qui décide et c'est les experts qui décident. Et la deuxième chose que l'on en tire, c'est déjà présent. Nous en tirons tous les enseignements pour modifier, si de besoin, l'ensemble des architectures de nos data centers, mais surtout, et ça a surtout posé ces questions-là, toutes les notions de backup, de plan de reprise d'activité, qui sont plutôt des choses logicielles, soft, et sur lequel on a... Mais ça, il y avait déjà quand même cette notion de résilience qui existait. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que parce que c'était dans le cloud, c'était forcément facile à atteindre, mais c'est plus complexe que ça. Et donc ces notions de backup, Octave, le fondateur de VH Cloud, a annoncé que nous allons nous mettre en place des backups, des snapshots, ce qu'on appelle dans le jargon, automatiquement dans l'ensemble de nos offres. Il faut aussi comprendre que ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez un disque dur à côté de votre PC que tout votre PC va fonctionner. Donc il faut aussi qu'il y ait l'assistance, et on va beaucoup insister, nous, beaucoup travailler pour aider nos clients avec des partenaires. Là, on parle bien d'écosystème, pour qu'ils fassent une analyse de ce que c'est qu'un plan de reprise d'activité quand justement un CDN tombe, quand un serveur est indisponible, parce que c'est pas le cloud, c'est pas quelque chose qui est virtuel. Tout ça derrière, c'est du physique. On ne peut pas entièrement se reposer sur son prestataire cloud, en fait. Il faut que l'entreprise elle-même ait une stratégie de retour à la normale de son activité en cas de panne. On a toujours milité pour que ce soit du multi-cloud, ce qu'on appelle le multi-cloud. C'est-à-dire que je pense que de sous-traiter à un seul prestataire de cloud est toujours un risque, quel qu'il soit.
que ce soit un risque financier ou que ce soit un risque technique. Donc les stratégies multi-cloud sont pour nous les meilleures stratégies à long terme. En revanche, je pense qu'il faut aussi que les opérateurs cloud proposent des solutions, et c'est ce que nous ferons, ce que nous avons commencé à faire. Et d'ailleurs, les nouveaux data centers, et nous sommes en train de construire un nouveau data center sur le site de Strasbourg, ce qu'on appelle le SBG5, sera sur les nouvelles normes que nous sommes en train d'implémenter. Alors on termine avec la confirmation, c'est pas tellement une annonce, c'est une confirmation de projet d'introduction en bourse d'Avage Cloud. Donc ça a été confirmé le 14 juin, donc c'était il y a 2 jours, et cette IPO se ferait à la fin de l'année, c'est ça? Tout à fait. Quelle est l'ambition? Écoutez, aujourd'hui, OVH Cloud a eu la chance d'être dans le top 10 mondial. Nous sommes malheureusement le seul européen. Nous sommes en croissance de 20% depuis maintenant 10 ans. Et on voit bien quand même que, comme je le disais, la taille du marché nécessite des investissements, nécessite donc une accélération de cette croissance. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé... c'est pour aller chercher quoi? Des nouveaux marchés, des nouveaux clients, proposer de nouvelles offres? Trois ambitions à travers cette introduction en bourse. Le premier, c'est bien entendu attaquer des nouveaux marchés. Nous sommes un acteur européen, mais on a une capacité aujourd'hui mondiale. C'est-à-dire qu'on a des data centers en Asie, on a des data centers en Amérique du Nord en particulier. On est en train d'ouvrir l'Inde. Et donc, oui, on veut offrir à nos clients mondiaux, mais en particulier européens, la capacité d'avoir les mêmes offres partout dans le monde. Mais également, c'est de développer nos offres, d'accélérer la R&D. On fait beaucoup de R&D, on a des centaines de développeurs aujourd'hui chez OVH Cloud, et donc on veut continuer, on veut poursuivre et être capable de le faire. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on sait bien que quand on est sur le marché avec une IPO, il y a une visibilité sur les marchés qui nous permettent, je pense, d'asseoir notre croissance. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est l'accélération de la croissance. Et le dernier, bien entendu, on l'a déjà fait l'année dernière, on a fait 2 acquisitions cette année, durant l'été, c'est de pouvoir éventuellement faire des acquisitions ciblées pour pouvoir, là aussi, de nouveaux territoires, combler un certain nombre de points techniques ou technologiques sur lesquels on ira plus vite en faisant des acquisitions. Donc c'est ça l'ambition de l'introduction en bourse, accélérer notre croissance et être capable d'affirmer notre leadership aujourd'hui européen. Bon, très bien, on suivra ça avec vous, j'espère que vous reviendrez sur notre plateau. C'est pas parce que vous êtes venu il y a 1 an et maintenant qu'il faut s'arrêter. Benoît Grossman, alors vous étiez à l'époque, le 16 juin 2020, vice-président, je crois, de France Digital. Non, j'étais déjà coprésident à l'époque. Coprésident, alors autant pour moi. Ok, très bien. Et vous étiez avec notre consultant du jour, Sébastien Maillot-Bibé, qui est avec nous en visio pour répondre à cette interrogation. Est-ce que la crise Covid-19 a profité ou pas aux acteurs du numérique? Alors, on pensait à l'époque que c'était plutôt derrière nous, on s'est aperçu que finalement ça durait. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Alors, l'état des lieux, déjà, si je fais une réflexion un petit peu plus macro, cette crise qu'on est en train de vivre, qui a commencé il y a un peu plus d'1 an, c'est la première fois dans l'histoire des crises que c'est une crise qui est non darwinienne. Je m'explique, habituellement, quand il y a une crise, il y a les boîtes qui s'en sortent et les boîtes qui ne s'en sortent pas. Celles qui s'en sortent, c'est celles qui ont un bon management, un bon produit, des bons ingénieurs, une trésorerie abondante, des nouveaux marchés. Et ceux qui ne s'en sortent pas, c'est les autres. Là, c'est la faute à pas de chance. C'est-à-dire qu'une belle boîte qui existe depuis de très nombreuses années, qui est dans l'hôtellerie, la restauration, le transport aérien ou les événements B2B, on leur explique, c'est vraiment pas de chance. Et puis il y a les autres qui ont pu en bénéficier, notamment tous les acteurs du numérique. Alors on l'a tous mérité, on a tous bossé, mais il y a vraiment une dissymétrie, c'est-à-dire que les acteurs du numérique en ont profité de manière malheureusement de très forte manière. Et on voit d'ailleurs les valorisations... Donc les nouveaux usages qui se sont instantanément dématérialisés. On s'est aperçu bien sûr que le numérique était complètement adapté au Covid pour des raisons évidentes, parce que tous les commerces étaient fermés, donc il y a eu un essor du e-commerce. On s'est aperçu il a fallu s'adapter aussi à cette demande qui a été soudaine, et tout le monde n'a pas réussi à le faire. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a très bien surmonté cette passage-là. Toutes les sociétés en plus du numérique sont par définition qui peuvent basculer très facilement en télétravail et tout. Donc ce sont les grands gagnants. D'ailleurs, on le voit sur les différentes valorisations. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je dis toujours qu'aujourd'hui, il y a une inflation galopante dans les marchés, avec tout l'argent qui est imprimé par la BCE, la Banque Centrale Européenne, la Fed ou la Bank of England. Sauf que cette inflation galopante, elle n'est pas mesurée dans les indices classiques d'inflation. Il n'y a pas d'inflation sur les salaires. Il n'y a pas d'inflation sur les prix, le restaurant, le taxi n'augmente pas. Par contre, il y a une inflation galopante sur les actifs de qualité. Et les actifs de qualité, c'est les actifs tech,
cotées ou non cotées, que ce soit la bourse américaine ou les sociétés non cotées qui sont détenues par du private equity ou du capital risque classique, ainsi que les actifs immobiliers de qualité. Voilà. Et on prend juste un exemple. Apple a mis 40 ans pour passer de 0 à 1000 milliards de capitalisation, et pour passer de 1000 milliards à 2000 milliards, 3 mois. Alors, à l'époque, vous m'aviez parlé de propositions de relance qui étaient faites par France Digital. Vous vouliez que l'État joue un rôle de financement fort sur les entreprises innovantes. Est-ce que ça a été suivi ? Ça a été clairement suivi. On a le fort soutien de nos dirigeants. Moi, je me félicite tous les jours de co-diriger une association qui a un tel support de nos instances dirigeantes. On est très contents. On a été reçus hier avec Michel. On a été reçus à l'Élysée où on a présenté au président Macron toutes les mesures qu'on estime être bonnes pour la tech française et européenne. Entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle la fameuse initiative Tibi. C'est un engagement de place qui a été bien sûr fortement poussé par nos dirigeants, notamment par Cédrico, que je remercie chaleureusement, où les assureurs, les 23 assureurs de la place, se sont engagés à investir collectivement 6 milliards d'euros dans la classe d'actifs du technologique, que ce soit le tech coté ou le tech non coté. Et cette initiative a été lancée en septembre 2019. Et un an et demi après, on s'aperçoit que c'est un vrai succès. Je crois que 3,5 milliards ont déjà été investis par des assureurs qui ont généré des fonds d'une taille totale de 20 milliards. Et l'objectif, c'est maintenant de passer de 20 à 30 milliards. Alors, on va donner la parole à notre consultant, qui était le consultant du jour, Sébastien Maillot-Bibé. Comment ça s'est passé ? Comment vos clients chez Verton ont traversé cette crise 2020 ? Alors, ça a été... bonjour à tous déjà, bon anniversaire et longue vie à Bismart, disons-le. Alors, moi, je suis plutôt spécialisé dans les services financiers. Je vais rebondir sur ce que vient de dire notre interlocuteur. Évidemment, le numérique a progressé. Et évidemment, moi, tous mes clients, que ce soit les banquiers ou les assureurs, partent du principe aujourd'hui que le numérique va encore plus accélérer dans leur métier. Parce qu'il faut être tout à fait clair, ils se sont aperçus, nos banquiers et nos assureurs, qu'ils ont fait peu ou prou le même business sans les agences, avec les conseillers, mais sans les agences. Et du coup, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment j'organise la relation à distance avec mes clients et quelle technologie numérique j'y mets derrière. Donc ça, nous, on a vu une vraie accélération et on la voit encore aujourd'hui. On est de plus en plus sollicités sur le sujet. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les clients de mes clients sont tous passés aussi au numérique, que ce soit les particuliers, mais aussi les pros qui ont découvert qu'ils n'étaient absolument pas protégés et que si vous voulez s'en sortir parce qu'ils étaient fermés de manière administrative, il fallait qu'ils se mettent au numérique. Donc il y a beaucoup de petits pros qui ont basculé sur le numérique avec le click and collect, les restaurants, etc., etc. Et ça, c'est une tendance de fond que l'on voit de manière très forte. Donc la plupart ont résisté, peu ou prou, en tout cas je parle de mes clients. Ils ont même fait pour certains de belles années, mais ils savent aujourd'hui qu'il y a eu une vraie transformation de leur métier, qu'il va falloir se transformer, innover, repenser la relation client et accélérer sur les technologies numériques. Voilà, moi c'est ce que je vois depuis un an. Et chez les consultants, alors, puisqu'on prend des nouvelles de chacun, ça a bougé aussi dans votre secteur, sur votre métier, ça a changé des choses ? Alors, ça bouge beaucoup. On est en train de voir d'ailleurs une concentration là du marché, puisque des très gros acteurs, d'ailleurs très technologiques, comme Accenture ou OnePoint, sont en train de vouloir acheter des cabinets de conseil un peu comme Verton, c'est-à-dire très spécialisés sur les métiers. Et puis, à titre personnel, moi, j'ai jamais été aussi sollicité et chassé que sur les 6 derniers mois. Donc c'est très bien parce que j'ai rencontré beaucoup de monde, ça m'a permis de faire un benchmark de tous mes concurrents. Et puis nous, notre vrai défi aujourd'hui, c'est que on a des jeunes consultants, puisqu'on a une moyenne d'âge de 26-27 ans, donc on a une population de salariés qui est jeune, qui a été très touchée de manière, j'allais dire, charnelle et émotionnelle dans leur vie et dans leur métier. Ça nous pousse à nous repenser, nous, pour entretenir une relation à distance, parce que le télétravail s'est très clairement imposé dans le métier du conseil. Et on a toute cette nouvelle génération qui, après la pandémie, fait des choix qui sont totalement différents de ce qu'ils avaient fait avant. Donc on a un certain nombre de consultants qui nous quittent
Alors, pas pour partir à la concurrence, mais pour complètement réinventer leur vie et surtout partir en province. Ouais, oui, c'est ça. Bon, ça ne fait pas baisser les prix de l'immobilier à Paris, hein, cela dit. Bon, on va passer au sujet biomimétisme. Alors, on a essayé de faire de l'évangélisation dans Smartech sur ce thème, donc des technologies bio-inspirées. J'ai proposé à Sydney Rostand de venir pour la première édition nous présenter ce qu'était le biomimétisme. Et puis, finalement, il est venu, il s'est installé. Il est là tous les 15 jours. Sydney, bonjour. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a participé ensemble à davantage démocratiser le recours au biomimétisme et à la technologie bio-inspirée ? Totalement, c'est très important de le souligner. Il y a un an et demi, j'étais très frustré en fait par le traitement médiatique qui était fait par le biomimétisme, qui est un sujet qui est confidentiel, qui est très farfelu, qui peut paraître farfelu justement, qui est pas du tout aussi traité et aussi hype que le digital, que la blockchain, j'en passe et des meilleurs. Et donc forcément, moi, cette frustration que je ressentais, je savais pas forcément la résoudre. Et c'est pour ça que j'ai une très grande affection pour Bismart, qui a fait ce choix un peu audacieux, et je l'ai dit à plusieurs reprises, et je le dis à qui veut l'entendre, que il y a une fidélité entre votre slogan et le comportement qui a été le vôtre, de pouvoir laisser la chance au biomimétisme et d'offrir cette belle tribune. Et en toute franchise, ça nous a été utile dans la mesure où on a eu une meilleure visibilité. Ça a convaincu aussi certains de nos prospects, certains de nos clients. Donc merci beaucoup Delphine, merci à vous et votre équipe, et merci à la rédaction de Bismart. Bon, super, on est ravis, Sydney, ça se passe très bien pour BioXCJ, c'est super. Merci encore à vous d'être là au rendez-vous. Vous étiez là au premier jour et vous êtes là encore pour fêter les 1 an. Et l'année prochaine. Super. Je note dans mon agenda. Parfait, on prend rendez-vous. Merci à tous. Juste après la pause, on retrouve Cécilia Sévry. Elle va nous reparler d'une innovation qui a pas mal évolué.